Bienvenue, hein, bienvenue. Je me présente pour celles et ceux que je ne connaîtrais pas encore. Je m'appelle Capucine Patrus-Pasky. Je suis l'ancienne directrice RSE du groupe Les Échos, le Parisien et de l'École Polytechnique, et je suis aussi membre du conseil d'administration du C3D. Et avec Hélène, qui est ici présente, Hélène Guillet, directrice RSE de Maison du Monde et copilote de ce projet, on est vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour lancer ce nouveau cycle de masterclass qu'on a voulu dédier à un sujet qui nous semble assez crucial par les temps qui courent, et en particulier pour nous tous, toutes acteurs et actrices du changement, c'est la question du leadership. Pourquoi? Parce que, voilà, sans trahir de grands secrets, je pense qu'on sait qu'on traverse une période de forte turbulence avec un petit backlash ESG en toile de fond qu'on a tous perçu évidemment. On voit que les résistances se durcissent, on voit que les budgets, parfois même les équipes, tendent à se contracter. Et en même temps, ce qui nous réunit ici, c'est qu'on est à peu près tous convaincus de l'urgence de la situation et habités quelque part par cette petite voix qui nous dit là que c'est justement le moment où il ne faut rien lâcher, le moment où il faut continuer à transformer, à innover, à convaincre nos directions, nos parties prenantes du fait que, comme disait hier Estelle Brachlianoff dans une tribune qu'elle a publiée dans Les Échos, la transition écologique n'est pas un frein à notre prospérité future, elle en est au contraire la garantie. Alors, tout l'enjeu, une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment on fait concrètement quand on est un acteur du changement, comme vous, comme moi, au-delà de tout ce qu'on a déjà mis en place pour continuer à porter haut et fort ces sujets au sein de nos organisations, malgré le contexte qu'on connaît, à garder le cap qu'on s'est fixé, l'ambition qu'on s'est donnée, et le tout, c'est peut-être ça le plus important, en prenant soin de soi, sans s'épuiser, sans se sacrifier sur la route. C'est vraiment la question qui nous anime beaucoup au C3D, qui nous a beaucoup animé aussi avec Hélène ces dernières semaines, dont on a parlé avec pas mal d'entre vous, et qu'on vous propose donc d'explorer tous ensemble dans ce nouveau rendez-vous avec un parti pris assez simple. On n'a pas inventé grand-chose. C'est d'aller s'inspirer auprès de celles et de ceux qui nous semblent être un peu les meilleurs en la matière, ceux qu'on a identifiés de par nos expériences, nos rencontres, comme étant voilà, un peu pionniers en termes de leadership, qui incarnent donc ce leadership à la fois très visionnaire, très courageux, mais en même temps profondément aligné et quelque part serein. C'est des leaders qui ouvrent de nouvelles voies, qui transforment leurs organisations en profondeur, qui inventent de nouveaux modèles d'affaires, de nouvelles solutions, qui révolutionnent complètement parfois même leur secteur et qui arrivent à prouver chacun à leur manière que la performance économique, l'exigence environnementale et sociale peuvent et doivent évidemment aller de pair. Ce sont aussi, et c'est ça qui nous intéresse le plus, des leaders qui, au-delà d'être exigeants dans la vision et dans l'exécution de leur business, arrivent à avancer, je le disais à l'instant, avec une certaine sérénité, avec une espèce d'ancrage, une espèce d'équilibre comme ça assez subtil qu'on trouve nous très inspirant, même quand les tempêtes se succèdent, et Dieu sait si elles sont nombreuses ces derniers temps. Donc c'est vraiment avec eux qu'on a voulu ouvrir cet espace de discussion en transparence, sans langue de bois, pour essayer de comprendre à travers leur parcours concret ce qui fait la différence, les clés de leur réussite, de leur résilience, pour nourrir nos propres trajectoires, hein, nous en tant qu'acteurs du changement, s'en inspirer évidemment, puis essayer de les impliquer dans notre quotidien. Avec eux, on va parler stratégie et performance, évidemment, on va parler de leurs enjeux du moment, les objectifs qui se donnent, évidemment, les arbitrages qui doivent opérer dans cette période de turbulence. Et puis on ira aussi, et quelque part même surtout, explorer voilà, leur posture de leader, en fait, cette espèce de, on va dire, de secret sauce qui leur permet vraiment de rester fidèles à leur vision, à leurs valeurs. Quelles sont quelque part leurs méthodes pour convaincre, comment est-ce qu'ils arrivent à élargir sans cesse leur zone d'influence, mais aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, comment ils tiennent dans la durée en choisissant leur combat, en ne montant pas sur toutes les balles, en renonçant parfois, en transformant bien souvent leurs doutes, leurs échecs, on verra qu'il y a aussi pas mal de vulnérabilité, en levier d'apprentissage, de progrès. Voilà, c'est vraiment tous ces éléments presque très intimes en fait de leur façon d'exercer leur leadership qui font pour nous leur singularité et donc leur force, et qu'on a hâte de redécouvrir et de partager avec vous tous dans le cadre de ce nouveau rendez-vous du vendredi. Donc c'est tout un programme, on est vraiment très heureux, et c'est là où je te passe la main, Mathieu, qui est donc juste à côté de moi, comme le fond vous l'indique, on est très heureux de démarrer avec toi. Je te présente en 2 secondes, même si vous êtes nombreux à connaître déjà Mathieu. Tu as fondé Ticket for Change, donc tu as accompagné à travers ce programme des milliers d'acteurs du changement. Puis il n'y a pas si longtemps, tu as choisi de ralentir, de faire un petit pas de côté, de plonger dans ce que tu appelles le vide fertile, j'adore l'expression, et Mathieu va nous en reparler après, pour retrouver du souffle, du discernement, une forme d'élan. Et tu nous diras si tu l'as bien retrouvé, a priori oui. De cette expérience est né donc un livre qu'on a vraiment adoré, Anti-Chaos. C'est un livre qui éclaire à la fois notre époque et qui nous aide à aspirer à un leadership plus juste, plus fluide et quelque part beaucoup plus efficient.
dans ce monde qui bouge et qu'on connaît tous en ce moment. Donc, un grand merci à toi, Mathieu, d'être là, d'accepter d'ouvrir ce cycle. On te laisse la parole pour une trentaine de minutes. Et puis, on ouvre ensuite la discussion. C'est vraiment ce qui va être la singularité de nos échanges, c'est qu'on gardera ce temps très ouvert entre nous d'échange avec les intervenants qui viendront au fil de l'eau. Mathieu est là aujourd'hui. La prochaine fois, dans 15 jours, mais je vous le redirai tout à l'heure, c'est Lucie Bache qui viendra partager son expérience. Et dans un mois, c'est Benoît Leménian, donc le cofondateur de CEO de Vercor, qui a levé 2 milliards d'euros, donc qui est quand même une grosse aventure industrielle dont on aura l'occasion de reparler. Et Benoît, un leader assez impressionnant. Voilà, donc on commence avec toi, 30 minutes, on se laisse 25 minutes après pour échanger. N'hésitez pas à d'ores et déjà mettre de côté, noter vos questions, soit chez vous, soit dans le chat, et puis on les prendra juste après. Mathieu, le floor est yours. Merci Capucine. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir. Ça devait concerner tout le monde, on était ouvert à la discussion, mais que ça devait concerner tout le monde et qu'à un moment, on présentait 10%. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Il y a quelqu'un qui a un micro. Quelqu'un qui n'est pas Mathieu. Ouais, qui a un micro d'allumé. Désolée, mais j'étais en call et je reviendrai te voir. Mais là. Ah. C'est Stéphanie, je crois, qui. J'essaye de me connecter. Bonjour. Bonjour. Tous les micros sont coupés là, du coup, on ne vous entend plus. Tous les micros sont coupés. Oui, on n'entend plus Capucine et Mathieu, c'est dommage. On ne vous entend plus. Vos micros sont coupés. Là, c'est bon normalement. Ouais, c'est bon, super. Je pense qu'il y a eu une coupure. Merci beaucoup. Qui nous fait des blagues. Super. À toi, Mathieu. Est-ce que tout le monde. Ouais, vas-y. Donc, comme j'étais ravi d'être avec vous, et puis pour partager à peu près à la fois quelques apprentissages de ces dernières années, et puis surtout ce temps d'échange qui va suivre. Le sujet, c'est un peu comment nourrir son pouvoir d'agir face au vent contraire que l'on peut connaître aujourd'hui en tant qu'acteur de changement. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je redis juste 2-3 mots d'où je parle. Effectivement, j'ai eu la chance d'initier, de cofonder une initiative qui nous a complètement dépassés. Ticket for Change, où plus de 150 000 personnes ont participé à nos programmes, utilisé nos outils pour mieux découvrir leurs talents, les mettre au service des grandes causes sociales, environnementales qui les touchaient et en faire leur travail. Mais voilà, il y a 2 ans, je me suis retrouvé un peu dans cette situation, il y a 2-3 ans, au cœur de trop d'injonctions paradoxales, trop d'injonctions contradictoires, et pour la première fois, je manquais d'intuition et je voyais plus clair sur les décisions que je devais prendre et sur mes intuitions pour la suite. J'étais au cœur de trop d'injonctions entre le long terme, le court terme, tous les enjeux sociaux, tous les enjeux environnementaux, tous les enjeux économiques, et j'avais besoin de changer quelque chose pour y retrouver de la carte. C'est là où j'ai décidé d'ouvrir ce que j'ai appelé un bid fertile, c'est-à-dire que j'ai passé la main sur mes engagements et j'ai ouvert une année de pause régénérative, on pourrait dire, qui avait pour but de 1, me régénérer moi, 2, affiner ma compréhension du monde qui avait énormément bougé sur les 10 dernières années, et 3, voir où j'avais envie et comment j'avais envie de mettre mon énergie pour la suite. Et quand on crée du vide, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, apparaissent des choses. Et j'ai échangé avec énormément de personnes, et à chaque fois, je voyais la même chose. Ça m'a extrêmement frappé, que ce soit des jeunes au moment de s'orienter, des salariés, des dirigeants d'entreprise, des conseillers politiques, etc. À chaque fois, ces personnes témoignaient d'une sorte de brouillard décisionnel, de quelque chose de plus difficile dans le moment actuel de prendre des décisions et de ne pas tout comprendre à ce qui se jouait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, j'ai vécu quelque chose, mais ce n'est pas juste mon histoire personnelle en quelque sorte. J'ai envie d'explorer. Je suis parti en quête, en fait, pour essayer de retrouver des outils pour essayer de mieux naviguer dans ce moment-là. C'est de ça qu'est né ce livre, donc, qui est le fruit de toutes ces dernières années, et où j'ai essayé de rassembler les principes et les outils qui m'ont moi-même redonné du souffle, du pouvoir d'agir, de l'énergie dans l'action. Et j'ai essayé de compiler ça, et c'est ça que je vais essayer de vous partager. Vraiment, c'est très bref, évidemment, mais l'intention, en écrivant ce livre, c'était vraiment de s'adresser au plus grand nombre pour essayer de sortir de la sensation d'impuissance qu'on peut avoir aujourd'hui et de nourrir notre pouvoir d'agir où que l'on soit, quelle que soit notre fonction dans le système. D'abord, j'ai essayé de creuser pourquoi j'avais ressenti ce que j'avais ressenti, ce sentiment d'impuissance. Et j'étais très marqué, j'ai commencé à lire plein de choses dans plein de domaines. Il y a un article de prospective qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle « Bienvenue en temps post-normaux ».
Et pour ce prospectiviste, on serait rentré en temps post-normaux, on était en temps normaux, on serait rentré en temps post-normaux et ça change tout à notre manière de décider et au leadership au fond. Il utilise ce terme qui, pour lui, est la conséquence en fait de trois dynamiques très importantes à comprendre. La première, c'est l'immense complexité que l'on vit aujourd'hui. La complexité, c'est le fait qu'on vit tout en même temps. Tous ces défis, toutes ces problématiques systémiques profondes qui nous impactent directement, personnellement, professionnellement, on les vit tout en même temps. Le retour des guerres, les incertitudes économiques, l'inflation, les droits de douane, l'effondrement environnemental sous toutes ses formes, les fractures sociales, l'infobésité, le flux d'informations qu'on reçoit chaque jour en continu, et l'intelligence artificielle qui arrive là-dedans, qui va tout changer, mais on ne sait pas exactement comment. Tout ça, ça fait un seul de ces éléments pourrait tout changer à notre manière de décider, et on les vit tous en même temps. Donc évidemment, il y a une complexité immense pour les décideurs. Et donc, ressentir ce que l'on ressent, en quelque sorte, c'est normal par rapport à tout ça. Tout ça dans un contexte où tout va toujours plus vite. Ça veut dire que les technologies nous aident à être plus performants, mais on manque sans cesse de temps. On a sans cesse moins de temps pour réfléchir, alors qu'on est confronté à des problèmes d'une complexité immense. Et dans un contexte de polarisation, ça veut dire qu'on a de plus en plus de mal à se mettre d'accord sur le même constat des choses et à avoir une vision nuancée justement de cette complexité pour vivre et faire ensemble. Il y a des groupes de plus en plus conflictuels qui vont se renforcer dans leurs croyances et c'est de plus en plus difficile de faire et vivre ensemble. Donc la combinaison de tout ça, des problèmes hyper complexes, tout qui va toujours plus vite et une difficulté à faire et vivre ensemble fait que beaucoup de gens ressentent un sentiment d'impuissance et d'une certaine manière, c'est normal. Donc d'abord, il faut commencer par là à reconnaître la situation qu'on vit. Alors pour moi, ça, c'est qu'un bout de l'histoire. Et en continuant à creuser, en mettant en lien les pièces du puzzle, pour moi, l'histoire complémentaire que je pense fondamentalement que l'on est en train de vivre et qui me paraît essentielle parce qu'elle nous redonne du pouvoir d'agir, c'est de dire qu'en ce moment, peut-être on vit une certaine confusion parce qu'on est entre deux mondes. On est entre un ancien monde qui, on le sait, va dans le mur et touche à sa fin, mais il est encore là. Et un nouveau monde qui tarde à émerger. Et on est quelque part entre les deux, et c'est bien ça notre défi, c'est qu'on est dans la confusion de cet entre-deux-mondes. Quand je parle de l'ancien monde, en fait, je parle du modèle actuel, du paradigme depuis 250 ans, l'économique comme finalité, toujours plus vite, le consumérisme, le matérialisme, du coup, un paradigme de domination de la nature et parfois des humains. Ça nous a permis un niveau de développement jamais vu dans l'histoire, et en même temps, on dépasse les limites planétaires sur 9, il y a les problèmes de santé mentale que l'on connaît, etc., etc. Or, Einstein nous dit très clairement qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Et bien souvent, on cherche à ajuster ce paradigme à la marge, à ajouter des nouvelles activités, 10 ou 20% en plus, mais sans transformer en profondeur. Donc pour moi, le défi de notre époque, c'est de changer de modèle, de système, de paradigme, et d'inventer quelque chose d'autre, de redessiner le monde. Alors ici, il y a quelques mots qui sont... en fait, c'est à inventer collectivement. Hein. Et si le mieux vivre, c'était la finalité, l'économique, mais aussi le social et l'environnemental. Privilégier la qualité à la quantité, le juste rythme plutôt que toujours plus vite, la régénération du vivant et la croissance des humains. Et je crois que c'est ça le défi que l'on vit toutes et tous en ce moment, qui est assez vertigineux parce que ça demande d'aller en profondeur à transformer nos croyances et nos valeurs profondes. Et je crois que c'est vraiment ça le défi du siècle. C'est-à-dire que, selon moi, on n'est pas rentré au XXIe siècle. On est au XXIe siècle, mais on fonctionne encore avec les systèmes, les modèles, les manières de penser et de décider du XXe siècle. Et donc, on entretient et on renforce le problème. Et donc, on doit mettre à jour notre manière de vivre et d'agir. Et on doit le faire collectivement à très grande échelle. Alors, ça peut paraître vertigineux. Et du coup, j'ai dû creuser est-ce que c'est possible au fond? Est-ce qu'on peut réussir à faire une chose pareille? Donc, je suis allé aux sources de ce mot un peu barbare qu'on utilise un peu à toutes les sauces peut-être, changement de paradigme. Donc, je suis allé à la source, Thomas Kuhn, qui est un historien des sciences. Alors, il nous dit, Thomas Kuhn, que oui, c'est possible de réaliser des changements de paradigme. Il y en a eu dans plein de domaines, en physique, en chimie, etc., avec Einstein, avec Copernic, etc. Ça, c'est possible aussi pour les sciences sociales. Et ça,
il nous dit aussi que ça se déroule toujours en 4 phases. Et pour moi, c'est très important de comprendre ça. Vous allez voir où je vais en venir. D'abord, on parle d'un paradigme existant, c'est ce qu'il appelle la science normale. Ensuite, une deuxième phase, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des anomalies. Donc, ça veut dire que la manière dont on fonctionne crée des dérèglements que l'on ne veut pas, en fait. Donc, les limites planétaires, les inégalités et les problèmes de santé mentale, par exemple, ce sont des signaux d'anomalie. Et ensuite s'ouvre ce qu'il appelle une phase de recherche extraordinaire. Et pour lui, ce moment-là est très confusant, parce que c'est un moment où tout le monde y va de son expérimentation, de sa théorie. Et pour moi, on est très exactement à cet endroit-là. Ça veut dire que dans plein d'endroits dans le monde, dans les associations, dans les entreprises, dans le secteur public, dans les territoires, il y a des femmes et des hommes qui testent des nouveaux réglages entre l'économique, le social et l'environnemental. Il y a une profusion des courants de pensée entre l'économie sociale et solidaire, le social business, l'économie générative, la post-croissance, l'économie du donut, la triple comptabilité, l'économie contributive. J'en passe, il y en a énormément. Et donc, Bicorp, les entreprises à mission, etc. Et donc, on peut se sentir accablé par cette profusion, ou alors se dire que c'est peut-être un signal de recherche extraordinaire et qu'on est peut-être en train de vivre ce moment-là, ce qui serait extrêmement rassurant, parce que c'est une étape dont on a besoin, cette confusion-là, cette profusion, on a besoin de ça avant que ça se cristallise éventuellement vers un nouveau paradigme. Si on arrive à dépasser les résistances de l'ancien. Et donc, pour moi, si on raconte ça, peut-être on est en train de vivre une époque passionnante. Parce qu'on est peut-être en train de vivre l'équivalent pour moi d'une renaissance, en fait. L'équivalent de la renaissance que l'on connaît, parce qu'on est obligé d'inventer une nouvelle civilisation, tout simplement. Et on est sur Terre en ce moment-là. Et on peut, d'une manière ou d'une autre, avec nos talents, nos atouts, mais aussi nos freins, et les limites de notre marge de manœuvre, mais contribuer à ce moment-là et peut-être être toutes et tous des chercheurs extraordinaires, des chercheuses, des chercheurs extraordinaires, là où on est. Et probablement, moi, je vois profondément le travail des acteurs de changement, quels qu'ils soient, dans le monde associatif, entrepreneurs sociaux, acteurs de changement, là où vous êtes, à transformer les organisations de l'intérieur, comme des potentiels chercheurs extraordinaires. Et donc, on a un rôle clé à jouer pour préfigurer le futur. Mais on vit ce moment où il faut naviguer dans cet entre-deux-mondes, il ne faut pas de naïveté, il faut d'abord survivre avec les règles du jeu actuel. Et pour transformer le modèle, être capable de faire sans cesse des allers-retours entre un futur que l'on veut et la réalité du concret du terrain. Essayer d'amener le changement dans le monde réel. Et c'est cette turbulence-là, c'est ce flou-là que l'on vit au quotidien, je crois, en tant qu'acteur de changement. Mais il n'y a pas plus important que le rôle que l'on fait parce qu'il préfigure ce que peut être l'avenir. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là ? C'est là où je veux en arriver. Dans le livre, je partage 11 principes. Là, je vais en développer 5, en quelque sorte, resserrés sur là où vous êtes et les enjeux peut-être que vous vivez. Donc, je suis obligé d'aller un petit peu vite. Le premier principe, pour moi, qui est fondamental, c'est dans un moment sombre, complexe, où on gère les urgences, où on vit l'incertitude et la complexité, il n'y a pas plus important que d'avoir un rêve clair qui nous enthousiasme à l'horizon. Pourquoi ? Parce que tout commence par le rêve. À chaque fois que l'être humain a réussi des transformations, on les a d'abord imaginées. À chaque fois, pour faire la révolution industrielle, on a d'abord imaginé des machines qui rendaient l'homme plus performant. On l'a ensuite réalisé. Idem pour aller sur la Lune, etc. Il faut d'abord penser que c'est possible avant de le réaliser. Mais aujourd'hui, c'est quoi nos rêves positifs qui nous tirent en avant sur une transition écologique et sociale réussie ? Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même relativement à sec sur un futur qui nous enthousiasme. Est-ce que vous avez une vision claire et positive de votre entreprise une fois transformée ? Je pense qu'on a besoin de se renforcer dans nos rêves parce que c'est ça qui permet la transformation derrière. Il faut se dire aussi que c'est difficile de rêver parce qu'en grandissant, on désapprend à rêver. Je suis tombé sur une étude de 2 scientifiques américains qui m'a juste frappé, affolé, on pourrait dire. Ces 2 scientifiques ont mesuré la capacité à rêver, à trouver des solutions créatives d'enfants. Ils ont commencé avec des enfants à l'âge de 5 ans. Ils ont découvert qu'en leur donnant un problème complexe, 98% de ces enfants avaient l'équivalent du niveau génie de la NASA pour résoudre ce problème. Ouais. Le problème, c'est qu'à l'âge de 10 ans, les mêmes enfants, ils étaient à 30%.
À l'âge de 15 ans, les mêmes enfants, ils étaient à 12% et la moyenne des adultes, 2%. Pourquoi? Parce que quand on grandit, on se conforme et on ne s'autorise plus à rêver, alors que pour développer des solutions innovantes à des problèmes complexes, il faut raisonner en deux phases. Un, avoir des idées folles. Deux, sélectionner sur lesquelles on travaille. Mais nous, on ne s'autorise pas à la première étape. On s'auto-censure, on a déjà essayé, mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas réaliste. Et c'est pour ça que ces 3 règles d'or de Donella Meadows, pour moi, sont extrêmement éclairantes. Et je pense qu'elles nous servent à la fois pour nos vies, pour nos organisations, même pour la société de demain. Donella Meadows, c'est une grande penseuse de la dynamique des systèmes. Première règle d'or, imaginez la vision qu'on veut vraiment, et pas celle que l'on croit possible. Deuxième, ne jamais se sentir obligé de dire comment. C'est ensuite que le chemin se dessine. Le fait de dire au moment où on pense la vision, mais comment on va réaliser ça, c'est un tueur de rêve, c'est un tueur de vision. Ça va venir après. Et enfin, elle disait ça au début des années 90, une vision, ça doit être éthique, ça doit respecter les règles physiques, sous-entendu, ça doit s'inscrire dans les limites planétaires. Donc ça, je pense que c'est 3 règles d'or que l'on peut chacune et chacun appliquer là où on est. Et donc, ce premier principe, c'est essentiel pour naviguer dans l'incertitude, dans la complexité, d'avoir une vision claire, enthousiasmante à l'horizon. C'est comme une étoile polaire. Dès qu'on est dans le flou, dès qu'on est dans le brouillard, on peut lever la tête, retrouver sa vision et dire c'est par là qu'on va. Essentiel. Alors après, la vision, le rêve, on a besoin de l'action. Agir pour transformer le monde. J'avais envie de partager quelques clés qui m'ont beaucoup nourri sur la manière de naviguer avec plus de souplesse. On peut être habitué, une fois qu'on a un rêve, à établir un plan d'action pour avancer. C'est naturel pour nous de penser comme ça parce que c'est beaucoup nourri de la manière de penser des Occidentaux, qui est nourrie par la philosophie grecque. Donc là, c'est Clausewitz, qui est un militaire prussien, et c'est un philosophe français, François Julien, qui analyse comment on pense, nous les Occidentaux. Et ben, notre approche stratégique, c'est 1, on définit un but, on va dire le rêve. 2, on établit un plan. 3, on passe à l'action. Et 4, en cas de résistance, on redouble d'efforts pour atteindre le but. Et le vrai leadership, c'est la capacité d'héroïsme d'atteindre le but, même si l'on dépense énormément d'efforts. Ça, c'est la vision occidentale des choses. C'est Napoléon. C'est Napoléon, voilà. L'incarnation, c'est Napoléon. Pourquoi pas, mais il y a aussi d'autres manières de voir le monde. Pour les Chinois, pour les stratèges chinois, en tout cas là, c'est Sun Tzu, le stratège chinois fonctionne très différemment. Il a une intention, mais d'abord, il va regarder les facteurs porteurs dans la situation. Il va faire mûrir les conditions pour que ce soit favorable, et il attend, si besoin. Et ensuite, il va se mettre en mouvement pour chercher la victoire avec le moins d'efforts possible. Son but, c'est une philosophie du non-agir. Je trouve ça très inspirant pour les acteurs de changement, parce que c'est une réflexion d'efficience. Comment on va au résultat avec le moins d'efforts possible. Donc lui, il cherche à créer les conditions. La philosophie du non-agir, à voir le résultat, mais avec le moins d'efforts sur le chemin. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on peut travailler sur les conditions. C'est l'image du surfeur, en fait, qui prend la vague et qui va au résultat, mais avec moins d'efforts. Alors la conclusion, c'est pas de dire c'est beaucoup mieux de penser comme un stratège chinois, c'est la conclusion de ce livre, Conférence sur l'efficacité, ce sont comme 2 jambes. Et c'est l'intelligence, la vraie intelligence, c'est de savoir combiner les deux. Et selon les situations, pouvoir s'appuyer plus sur l'une, plus sur l'autre, mais on a tout intérêt à compléter notre manière de voir avec cet esprit d'efficience pour économiser nos énergies, nos moteurs de changement, car nous avons tellement de chantiers sur la planche. Tellement de chantiers sur la planche, je continue avec ce modèle qui pour moi est très éclairant aussi, avec 3 zones. Donc, quand on essaie d'améliorer le monde, il y a tellement de causes. Les causes sociales, les causes environnementales, en France, dans les territoires, dans le monde, etc. On a une zone de préoccupation qui est très large et une compréhension des défis qui est immense. Et tout est systémique. Mais le problème, c'est que si on focalise trop notre attention là-dessus, on perd du pouvoir d'agir. Donc, il faut accepter là où on n'a pas d'influence et resserrer, mettre son attention et son énergie là où on peut agir concrètement. C'est ce qu'on appelle la zone de contrôle. Là où l'on est, qu'est-ce que l'on peut faire changer? Et ça, quand on met notre attention et notre énergie ici, ça nous remet en mouvement
Et ça développe notre capacité à agir. Parce qu'on développe ses capacités, on développe sa confiance, on développe ses réseaux, et ça nous permet ensuite d'avoir une zone d'influence. Et on crée le changement en incarnant quelque chose de différent. Donc, lâcher prise sur ce sur quoi on ne peut pas changer les choses, accepter. Par contre, mettre toute son énergie là où on peut faire bouger les choses. Et c'est ça qui permet ensuite d'influencer. Et je conclurai ce principe avec cette méthode qui, pour moi, m'aide énormément, en fait, depuis 2 ans. Je l'utilise tous les jours. C'est à chaque fois que je suis un peu perdu, dans plein d'options de passage à l'action, j'hésite entre est-ce qu'il faut démarrer par A, par E, par Z, par L, etc. Et bien, à chaque fois, je reviens à l'essentiel. Je me redemande où est la vision finale. Donc, ça tombe bien, on l'a défini, la vision est claire, c'est le Z. Ensuite, on peut se demander où j'en suis actuellement par rapport à cette vision-là. Et juste essayer de définir c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi qui me permet d'avancer et me met en mouvement. Et mettre en suspens tout le reste. On n'a pas besoin de passer à l'action avec tout le reste pour l'instant. Ça, c'est une méthode qui permet de nourrir son pouvoir d'agir au quotidien parce que ça met en mouvement dans la direction de sa vision. Donc, pour moi, un bon B, donc c'est itératif. Une fois qu'on est à B, on peut se demander, on a avancé, on peut se demander quel prochain B, etc. Un bon B, c'est une action court terme dans la direction de sa vision, qui est dans sa zone de contrôle. On peut agir soi-même, si possible avec des vents porteurs pour rendre l'action plus fluide et efficace et qui rend la suite plus facile. Et si au quotidien, on pense ça, c'est-à-dire que pour moi, j'ai lâché prise, je ne fais pas des plans à 3 ou 5 ans. Je perds trop d'énergie à prévoir un monde qui ne va pas être celui que je pense. Donc au quotidien, je pilote plus au trimestre, voire plus court, à la semaine, avec cette méthode ABZ. Et le chemin va se créer en avançant. Troisième principe, jouer collectif. Il y aura tellement de choses à dire sur ce sujet, évidemment, par rapport aux défis que l'on a aujourd'hui. C'est essentiel de trouver d'autres manières de travailler ensemble. Et rien de grand ne peut se faire seul, surtout face à la complexité et à l'ampleur des défis. Je suis juste tombé sur un concept, je voulais juste zoomer sur celui-là, qui est le point commun entre Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ, la Renaissance, 15e siècle, la Silicon Valley, qui sont 3 moments de grandes innovations et de transformation du monde, de grandes avancées dans l'histoire de l'humanité. Le point commun, il y a des chercheurs qui ont commencé à creuser pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé dans ces espaces-là. Et ils ont appelé ça un scénius. C'est le croisement entre une scène et le génie. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui ont fait émerger le génie collectif. Ce ne sont pas seulement des individualités, Socrate, Platon, Aristote, etc., Léonard de Vinci, et puis Steve Jobs et compagnie. C'est des moments où a émergé le génie collectif. Et ils se sont demandé pourquoi. Et ils ont découvert 8 caractéristiques qui, pour moi, sont très apprenantes parce que peut-être elles peuvent vous aider à créer des écosystèmes d'innovation qui vous déchargent un peu de poids et vous permettent de gagner en efficacité, en efficience, et vous ouvrent avec des réseaux plus efficients pour arriver au but. Première caractéristique, diversité de pensée et d'expérience. À chaque fois, dans ces moments-là, ce sont des gens qui ne se ressemblaient pas qui se retrouvaient. Des gens qui ne se ressemblaient pas. 2, une appréciation mutuelle entre ces membres quand même, des échanges rapides entre eux, réguliers, une compétition saine, c'est-à-dire que ce sont des innovateurs qui cherchent à créer des choses régulièrement, et des effets de réseau. Quand il y a une innovation dans un coin du système, tout le monde le revendique et s'appuie dessus derrière. Ce sont dans des environnements propices à la création. Il n'y a pas un acteur qui dit vous allez travailler là-dessus. C'est émergent. Ça s'incarne dans des lieux iconiques, des agoras, aux ateliers florentins, au garage dans la Silicon Valley. Et c'est passionnant, ça émerge toujours au cœur ou après des périodes chaotiques. Et pour moi, en Europe aujourd'hui, il y a le potentiel de créer quelque chose de nouveau, de l'ordre d'un scénius de la transition. Pour moi, c'est notre défi collectif. Donc c'est une autre manière de voir les choses, je pense, et la manière de porter ces projets, de plus s'appuyer sur des écosystèmes aussi en externe. Pour moi, c'est une invitation pour vous à aller chercher des acteurs, des alliés qui sont dans le même courant de pensée et d'action que vous, en externe. Ici, on a la Climate House, par exemple, mais voilà, chez les associations, chez les entrepreneurs sociaux, chez les acteurs publics, et de ne pas aller chercher des alliés hors de vos murs aussi. Ça vous fera gagner beaucoup d'énergie, ça vous en donnera beaucoup. Justement, de l'énergie, 4e principe. On voit bien toutes les transformations, l'énergie que ça demande.
Ça donne aussi, bien sûr, on a le sens au quotidien de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Mais on voit bien l'énergie que ça demande au quotidien. Et je suis juste tombé sur j'ai essayé de vulgariser une notion qui est inspirée de la médecine chinoise. Alors, en médecine chinoise, on a deux batteries, une batterie court terme et une batterie long terme. Une batterie court terme, on la recharge tous les jours, avec l'alimentation, le sommeil, etc. La batterie long terme, on n'en a qu'une pour la vie. Et quand on puise trop longtemps dans notre batterie court terme, alors on commence à entamer notre batterie long terme. Donc pour moi, le défi des acteurs de changement, évidemment, c'est de s'impliquer le plus possible dans ces grandes causes, mais tout en faisant attention à préserver leur énergie pour avoir un impact évidemment sur le monde long terme, et puis d'abord pour leur bien-être. On ne peut pas prendre soin des autres et de la planète si on ne prend pas soin de soi en premier. Et pour ça, j'ai un outil qui, moi, m'aide au quotidien vraiment et qui m'accompagne depuis que je l'ai découvert. À gauche, il y avait ma représentation de la vie, de ma vie et de mes projets. C'est-à-dire que pour moi, demain sera toujours plus qu'aujourd'hui, en quantité d'impact, en quantité de projets, en chiffre d'affaires, en nombre de salariés, etc. Puis j'ai découvert qu'on pouvait voir les choses différemment, beaucoup plus inspiré par le vivant, le modèle des 4 saisons. Et que s'il y a 4 saisons dans la nature, c'est probablement pour une bonne raison. Et qu'on a besoin des 4 saisons pour faire des cycles de croissance complets. Qu'on a besoin de 4 énergies différentes selon les moments de la vie. Et ça marche pour les projets qu'on porte, même dans les organisations. Il y a des moments où on est à fond. C'est l'été, période d'activité, de performance maximale. On a plein d'idées, on est à fond. On n'est pas fatigué alors qu'on est très pris, très engagé. Mais ensuite arrive l'automne. L'automne, c'est un moment où on récolte les bénéfices de l'été et puis on sent poindre des frustrations, on a besoin de faire des ajustements. Et puis après arrive l'hiver, si on l'accueille, qui est une phase de désengagement, de ralentissement, de repos, de vide. Pour moi, c'était par exemple mon vide fertile. Et ça permet éventuellement au printemps d'arriver, qui est une période de renouveau. On a des nouvelles envies, des nouvelles intuitions, des nouvelles aspirations, et c'est ce qui permet à l'été et l'innovation d'arriver. Et je vois maintenant la vie des projets plutôt comme ça, et je crois que le rôle, c'est de lâcher l'exigence d'être tout le temps en été. La société nous pousse, les organisations nous poussent à être tout le temps en été. Mais en fait, la vie, on est des êtres vivants avant tout. Et d'apprendre à suivre le flux d'énergie et toutes les périodes sont nécessaires. Ça veut dire que aussi l'automne et aussi l'hiver sont des périodes nécessaires. Si je n'avais pas fait mon vie fertile, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je ne me serais pas rechargé différemment et reparti pour 5 ou 10. Et ça, je pense qu'on doit apprendre à revivre avec le vivant qui est en nous. Je finirai avec ce 5e principe, cultiver la joie. Voilà, dans le monde sombre que l'on vit, à chaque fois qu'on ouvre les nouvelles du monde, je crois qu'il n'y a pas plus important que de cultiver la joie dans ce moment-là. D'abord parce que ça rend le chemin plus facile à vivre. Et puis parce que je crois que c'est un outil essentiel pour transformer le monde. Que notre défi, c'est de rendre désirable le changement qu'on veut voir advenir. Et que ce n'est pas en moralisant, en donnant des leçons, en culpabilisant qu'on peut y arriver. C'est en montrant que c'est mieux, que ça donne envie. Et la joie est un extraordinaire outil pour ça. À des moments, je me freinais Pour moi, j'avais une culpabilité j'avais du mal à cultiver la joie dans le contexte que l'on connaît. Mais ce modèle-là m'a vraiment nourri. Il parle de 3 niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est le pré-tragique. C'est peut-être la majorité de la population est encore ici. C'est de se dire, la manière de faire dont on fait aujourd'hui, ça va, on va trouver les solutions à nos défis. Que ce soit avec la technologie ou autre, mais il n'y a pas d'énormes problèmes. Ensuite, on passe éventuellement au tragique. On se dit, oh, waouh, en fait, j'ai découvert un problème. Il peut être social ou environnemental. On a une clé d'entrée par un sujet. Puis on se dit, oh, il est énorme, en fait. Et puis, en fait, il n'est pas tout seul. Il est imbriqué avec plein d'autres choses. Et en fait, c'est tout un système à refaire. Et là, on peut être complètement accablé. Et on peut soit fuir et revenir au pré-tragique, soit se perdre en essayant de sauver le monde, en fait, et en mettant ces sujets sur ses épaules. Et jusqu'au burn-out, éventuellement. Et il y a une 3e phase éventuelle, qui est une autre énergie, c'est le post-tragique. C'est l'énergie de dire, wow, je comprends tous les défis qu'on est en train de vivre, mais je cultive ma joie de vivre. Et j'agis à l'aune de ces défis, mais sans me laisser impacter par eux. C'est-à-dire que
ce sont aussi une source de motivation et j'ai la confiance, une espérance en moi que si je fais du mieux que je peux là où je suis, en m'entourant des bonnes communautés, alors collectivement, on peut réussir à transformer les choses. Je cultive ma joie de vivre à l'aune des défis. Je ne me laisse pas accabler par eux. Et donc aujourd'hui, ça a changé mon énergie, ma manière d'adresser les choses. Et je fais du mieux que je peux avec mes talents dans ma zone de contrôle et d'influence. J'arrive à la conclusion. Pour moi, on est en train de vivre un moment très particulier, très singulier, qui sera historique. On en parlera dans les livres d'histoire. C'est une invitation pour toutes et tous d'y jouer un rôle avec les talents, les atouts que l'on a. Pour changer un système, il y a toujours besoin de pionniers qui défrichent. C'est le modèle du point de bascule. On n'a pas besoin de 100% d'une population au début. C'est la même chose pour changer une société, pour changer une entreprise. On a besoin d'une minorité active, extrêmement engagée, qui va défricher quelque chose et donner envie au reste de s'engager. Et à un moment, peut se passer un point de bascule. Donc le rôle que vous jouez, il est complètement fondamental parce que vous jouez à ce rôle de pionnier de transformation de vos organisations. Il faut absolument conserver votre énergie de changer les choses là où vous êtes, sinon on ne peut pas y arriver collectivement. Donc ce que vous faites, c'est absolument fondamental. Et je finirai avec cette conclusion qui pour moi est très éclairante parce que souvent on peut se dire par rapport à tous les défis du monde, mais est-ce que c'est pas dérisoire ce que je fais moi avec mes projets, là où je suis et tout. Et ce que nous dit Ilya Prigogine, donc qui est un prix Nobel de chimie, lorsqu'un système est loin de l'équilibre, de petits îlots de cohérence dans une mer de chaos ont la capacité d'élever l'ensemble du système vers un ordre supérieur. Et donc, pour moi, tout ce que l'on fait, chacune, chacun, là où vous êtes, vous, dans vos organisations, là où plein d'autres acteurs jouent à l'extérieur, ce sont des îlots de cohérence, probablement. Et si on les relie mieux, et si on se soutient mieux, alors c'est le seul chemin qui permettra potentiellement un point de bascule. Donc, c'est un message de ce que l'on fait, là où on est, avec la bonne énergie, la bonne intention, c'est le seul chemin qui peut permettre le point de bascule potentiel. J'arrête là. Waouh! Génial. Merci déjà d'avoir tenu le timing parce que à peu près. Je t'ai vu galoper et vraiment je vous invite tous à lire ce bouquin parce que c'est tu as développé certains des outils, mais il y en a encore d'autres et c'est très précieux de le prendre, de le reprendre régulièrement parce que il y a plein d'enseignements. Comme promis, on va rentrer dans un moment de discussion. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui ont émergé? Alors, j'en ai vu quelques-unes dans le chat. Il y en a quelques-unes qui sont dans le chat, effectivement. Est-ce que c'est possible de vous réépingler pour qu'on vous voit mieux à nouveau, peut-être, et toi Mathieu et toi Capucine, du coup, parce qu'on a perdu déjà vos visages en grand écran, donc ce serait agréable peut-être de vous voir s'il y a des questions qui sont posées. Il y a une première question, alors, qui était effectivement donc de Axel Bergeret-Cassagne. Qu'entendez-vous par croissance des humains, croissance démographique, développement? Alors, je ne sais pas si Axel veut étayer un petit peu sa question ou pas. Est-ce que ça vous irait aussi qu'on remette la vidéo parce que c'est plus sympa de se parler quand on se voit pour ceux qui peuvent? Et n'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez la parole, en 2-3 mots. C'est l'occasion de se rencontrer aussi. Alors, je ne sais pas si Axel est avec nous, mais je redonne un petit peu les éléments de la question. C'était qu'entendez-vous par croissance des humains, point d'interrogation, croissance démographique, point d'interrogation, développement. Et c'était au tout début, Mathieu, de ton intervention. Voilà. Oui, c'est sur tu resitues mieux que moi. Merci Hélène. Et merci Axel pour la question. Axel. C'est effectivement de quelques éléments sur le potentiel nouveau paradigme. Ce que j'entends par croissance des humains, c'est le fait que l'on investisse dans le capital humain, le facteur humain, les talents, les compétences et le pouvoir d'agir en fait. Donner du pouvoir d'agir au plus grand nombre, d'amener ce potentiel nouveau paradigme. Donc c'est ça que j'entendais par croissance des humains. Je ne sais pas si Axel, ça répond à votre question ou si vous voulez un tout petit peu étayer. Et s'il n'y a pas de rebond, il y avait une autre question sinon après. Mais du coup, je vais passer à l'autre question et on pourra rebondir s'il y a besoin après Axel. Alors là, c'est une question de Daphné Millet. D'autres mouvements de fond sont à l'œuvre qui sont plus inquiétants, entre parenthèses populisme voire fascisme.
La lutte ne se situe désormais-t-elle pas là? Comment s'assurer que le nouveau monde ne va pas basculer de ce côté? Ouais, absolument. C'est-à-dire que là, il y a une projection de ce que pourrait être un monde différent avec ce nouveau paradigme, qui pour moi est le seul viable avec les limites planétaires et pour permettre un épanouissement des humains. Mais évidemment, il y a d'autres courants de pensée et mouvements extrêmement influents, peut-être plus encore. Et donc, c'est aussi, je veux dire, il y a il y a une concurrence pour le nouveau paradigme. Et donc, dans ce temps de confusion, peut-être de recherche extraordinaire, on est dans ce moment-là où on peut prendre plusieurs grandes voies. Et donc, d'où l'importance de travailler mieux ensemble, de se serrer les coudes et de ne pas lâcher le cap dans ce moment où ça peut être un tout autre paradigme qui émerge. C'est sûr. Est-ce que certains souhaitaient rebondir ou je passe à la question suivante? Et n'hésitez surtout pas à lever la main et à rebondir sur ouvrir vos les... micros, ouais. Ouais, si vous souhaitez, parce que plus ce sera interactif et plus ce sera agréable, je pense. Donc n'hésitez pas. Ah, bah, il y a Agnès. Merci Agnès. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé le premier, enfin, j'ai tout aimé dans le bouquin, mais j'ai beaucoup aimé ton premier sujet. Je ne l'ai pas sous la main, donc je ne sais pas si ça s'appelait le vide fertile, mais en fait, la nécessité aussi que on s'arrête, on s'aménage des périodes de vide et les clés que tu donnais pour nous aider aussi à le mettre en œuvre, parce que ça peut paraître conceptuel, mais parce que ce sont des moments très riches. Alors, il y a la capacité de faire un break dans une carrière, mais on n'y est peut-être pas tous autorisés, entre guillemets. Mais j'aime beaucoup aussi cette dimension-là, si tu peux la développer un tout petit peu pour les participants. Oui, merci Agnès. Effectivement, peut-être tu fais référence au comment cultiver la clarté. Ouais. Et en fait, qui est lié à la notion de vide, effectivement. Donc, le premier de mes principes et que je développe mais que je n'ai pas développé ici, effectivement, c'est celui de comment est-ce que quand on est dans un moment de profusion, de flou, comment on peut retrouver notre alignement et de la clarté sur là où on veut aller. Et effectivement, donc je développe. Ce qui m'a aidé, en fait, il y a 6 choses. Créer du vide, parce que le vide et le silence, à un moment, ce qui vient, c'est les purs, quoi. C'est ce qui est essentiel. Le fait de marcher, la nature aussi, donc les deux peuvent être corrélés. Il y a plein d'études scientifiques qui viennent appuyer ça, hein, les bienfaits pour la clarté d'esprit, pour le bien-être, pour la créativité. Le fait d'écrire aussi, de passer par l'écrit, pour clarifier les pensées, même si ça peut être inconfortable. Le fait de passer moins de temps sur les écrans, parce que les écrans, ce sont des stimuli extérieurs, donc ça peut nous dévier de ce qu'on a au fond. Et je parle aussi du co-développement, c'est-à-dire le fait avec l'échange, pour sortir du fait d'être tout seul, ça peut être très pertinent d'échanger avec une personne et avec son effet miroir, on voit des choses qu'on n'avait pas vues, peut nous aider à reformuler ce qui est important pour nous. Donc ça, ce sont des clés qui, en fait, pour moi, sont basiques, on va dire. Elles sont gratuites, accessibles à tous. C'est juste, ça demande de la rigueur de les mettre en place, d'aller marcher au quotidien, de passer par l'écrit, d'échanger quand on a du doute. Mais c'est essentiel pour cultiver la clarté au quotidien. Et puis j'ai bien aimé le fait que tu puisses échanger sur un mode codev, certes. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je me disais qu'au sein du C3D, on pourrait mettre en place des groupes de codev, ça serait vraiment super intéressant. Et puis que tu parles de quelqu'un avec qui tu as l'habitude d'échanger, là, qui est un peu ton fronton ping-pong ami, je ne sais pas comment dire ça, et ça a bien résonné aussi, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que dans la continuité, il y a aussi des choses qui se créent, tu vois, que tu ne développes pas avec quelqu'un que tu rencontres fortuitement, donc c'est super, il y a tellement de choses qui nous parlent dans ton bouquin. Juste un petit point à rebond, j'ai vu qu'il y avait une main levée, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment tu vis ce retour à la vraie vie, parce que c'est intense. Tu es là avec moi aujourd'hui, mais je sais que tu fais beaucoup de conférences, et donc ça a dû se recharger assez vite.
est-ce que tu t'es, je sais pas, est-ce que ça a installé les rituels, est-ce qu'il y a des choses que tu t'imposes pour ne pas revenir dans cette période d'avant qui était brouillon? Les 3-4 choses qui ont changé et que tu nous encouragerais quelque part à installer aussi dans nos vies pour ceux qui souhaitent. Alors avant, c'était la vraie vie aussi, hein. La vraie vie, c'est l'ensemble. Mais c'est vrai que là, c'est un rythme plus professionnel, bien dense, on va dire. Maintenant, je vois les choses comme je le partageais avec les 4 saisons. Ça veut dire que pour moi, j'étais sur une période, on va dire, d'hiver, quand je clarifiais la suite pour moi, puis d'écriture pendant une année, hein, c'était un énorme processus, ça plutôt de printemps. Et puis là, je suis dans une phase de diffusion, de rencontres. Et donc, je considère que c'est un été très intense, mais j'ai conscience que c'est une phase et que ce ne sera pas toujours comme ça. Par contre, je l'accueille parce que j'ai l'énergie d'eux, parce que je sais à quoi elle sert, et je sais qu'à un moment, il y aura un autre cycle. Donc, je suis vigilant à ne pas y aller trop fort non plus. Et puis, je sens poindre que voilà, je ne vais pas faire ça pendant 3 ans avec la même intensité, ça c'est sûr. Entre guillemets, je dirais que j'ai en trame de fond tout ce que je vous partage, et j'essaie de. Pour moi, c'est des boussoles de décision. Et donc, maintenant, je les ai intégrées et j'essaie de faire au mieux avec ça, au mieux, parce que voilà, j'arrive pas à aller marcher tous les jours comme j'aimerais, etc., etc. Mais j'essaie de piloter avec ça. Et est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien que tu as installées qui ont changé par rapport à l'avant? Des rituels, au-delà de ce que j'avais dit concrètement, est-ce qu'il y a par exemple, la marche, c'est tout simple, hein, mais je fais en sorte de marcher le plus possible entre 2 rendez-vous. Dès que j'ai l'occasion de faire 2-3 jours de marche, je le fais. Je l'ai fait il y a 2 semaines, je l'ai dans 3 semaines, etc. Je refuse jamais ça, parce que c'est des moments où il se passe tellement de choses. Pour la clarté. Au milieu de cette semaine, je donne un exemple. Voilà. Cette semaine, j'étais à Pau en début de semaine, et j'ai fait une journée. C'était très intense avec 2 interventions le même jour. Et le lendemain, avec une personne, on a fait une journée de marche. Et je m'autorise à le mettre au milieu de la semaine parce que c'est ce qui rend possible le fait qu'aujourd'hui, je suis en bonne énergie. Très bien. Merci. Il y a Stéphanie Moreau qui voulait prendre la parole. Allez-y, Stéphanie. Je mets mon micro. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention qui, dans ces moments un peu, parfois un peu obscurs, nous, en tout cas, sont agréables à entendre. Et moi, je me posais une question. En fait, vous parlez dans votre livre de développer son influence avec sérénité, mais comment finalement on peut s'assurer que cette influence, elle reste authentique et elle ne devienne pas un peu manipulatrice parfois, parce que des fois, c'est un peu l'effet aussi... On essaye forcément à un moment de développer son influence et d'emmener les autres aussi vers vers la cible vers laquelle on a envie d'aller. Du coup, et parfois sans travestir qui on est. Enfin, c'était une question. Comment est-ce qu'on reste authentique en fait? Je ne sais pas si je réponds au bon endroit, mais pour moi, on arrive à être influent si on est vraiment qui on est et si on est authentique et aligné avec son intention profonde. Donc, pour moi, le sujet, c'est plutôt quelle est la chose à laquelle je veux contribuer et de s'assurer qu'on est au cœur de ses talents, etc. Et de faire au mieux, de la meilleure des manières. Et ce faisant, alors ça aura peut-être une influence plus large. Mais le fait de dire je vais être très stratégique à essayer de maximiser mon influence pour arriver un peu en optimisant chaque chose très stratégique pour arriver au but final, dans certains cas c'est sûrement utile à la marge, mais je ne crois pas que c'est ça qui crée le grand changement. Merci. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je rejoins. Il y a une question de Anne-Laure Calvez. Merci pour toutes vos questions. Ah, on vous entend pas. Des partages aussi, hein. Ça peut être aussi des partages, des choses que vous avez envie de transmettre dans le groupe. Hein. Anne-Laure, on ne vous entend pas? Est-ce que c'est bon là? Oui, très bien, c'est parfait. Je posais la question parce que les problèmes de son. Merci pour la présentation, c'est passionnant et au-delà du fond, moi je suis impressionnée par la forme.
Et je pense que c'est un domaine dans lequel justement l'effort de pédagogie est hyper important, et je crois au fait de passer par le dessin. Et je voulais vous dire d'ailleurs que je trouve que le travail de représentation est admirable justement pour présenter les choses très claires et très humblement. Et donc je voulais savoir si tu avais appris à dessiner. Merci pour la question et le retour. J'ai toujours, dans mon enfance et par la suite, un peu dessiné. Enfin, c'est quelque chose qui est naturel. Ce qui est nouveau, c'est je me suis autorisé à en faire quelque chose dans mon travail. Et deux, effectivement, je me suis formé pour le faire moi-même. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je pouvais passer par, je le faisais sur papier et puis je demandais à des personnes de le faire au propre, entre guillemets. Et dans cette année-là, oui, je me suis formé en ligne, tout simplement, et juste par la pratique, en essayant. J'ai d'abord commencé à partager une fois sur LinkedIn, comme ça a bien résonné, j'ai continué, j'ai affiné au fur et à mesure. Donc, je me suis un peu formé en ligne. Ouais. Et par la pratique. Ouais. Donc, il y a 2 ans, j'avais jamais fait un dessin comme ça. Enfin, produit de A à Z. Tu t'es formé où? Très concrètement, sur un site que j'adore qui s'appelle Domestika, Domestika, et qui donne plein de cours en ligne autour de la créativité. Donc on peut apprendre à peindre et à faire plein de choses. Et il y en a par exemple sur cette compétence-là. Et puis j'ai suivi d'autres formations pour en fait aider à prendre à rendre visuel des idées conceptuelles. Visualize Value, par exemple, on propose une de formation, etc. Et je m'inspire beaucoup, en fait, je regarde beaucoup ce qui existe et j'essaie de faire de créer au carrefour de mes inspirations. Ok, merci pour le partage sur les liens. Tout le monde est abonné à la newsletter de Mathieu, bien sûr. Bien sûr. Non, mais vous savez, peut-être que tu peux en dire un mot de cette newsletter, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Et après, il y aura une question. Ouais. Mon activité aujourd'hui, c'est j'essaie de continuer dans cette veine. Donc, je crée une aventure qui s'appelle Redessiner le monde, dont le livre est une brique, et aussi une newsletter qui s'appelle pareil, Redessiner le monde. Et mon intention, et des interventions, etc. Et mon intention, c'est de mettre à disposition des outils qui peuvent nous aider à agir avec plus d'efficacité, d'efficience pour amener le nouveau paradigme, en fait. Redonner du pouvoir d'agir à grande échelle. C'est pour ça que je le fais via différentes manières. Et avec le dessin comme véhicule pour le faire. Et ça a été j'ai été beaucoup inspiré par Kate Raworth là-dessus, qui, dans la théorie du donut, a une phrase, et c'est elle qui m'a encouragé, on va dire, juste par sa phrase. Elle dit, voilà, pour changer l'économie, ce qui a le plus d'impact, c'est pas l'argent, ni les chiffres, c'est un crayon, parce qu'avec un crayon, on peut redessiner le monde. En gros, changer notre conception des choses. Et c'est ça qui rend possible différemment. On se représente les choses différemment et ça rend possible ce qu'on pensait impossible. On sent que dans tout ce que tu évoques, Mathieu, on sent que dans tout ce que tu évoques, il y a beaucoup finalement de bon sens et finalement revenir à des choses simples, puisque c'est déjà se déconnecter et reprendre du lien avec la nature, de la simplicité. La notion de l'étoile finalement et de rêver, de s'autoriser à rêver, ce qui est en fait le basique de notre début de vie, de rêver pour pouvoir avancer. Et ensuite, c'est redessiner le monde et refaire du dessin, c'est un peu revenir un peu dans la simplicité, l'enfance et s'autoriser à être écarté de tout ce qui nous freine aujourd'hui, de toutes nos croyances, de toutes nos vérités, et arriver à revenir à des choses très pures, très simples, très enfantines. Finalement, il faudrait qu'on mette des enfants à la tribune et peut-être qu'ils redessineraient notre monde et qu'ils nous feraient un peu plus avancer et que tout irait mieux. Mais c'est un peu notre capacité à redevenir un peu simple, enfant, et lever toutes nos barrières finalement. Ouais, merci pour ce rebond. C'est sûr que c'est une question de bon sens en fait. Hein. Pour moi, il y a un autre principe, c'est revenir à l'essentiel. À revenir avec de choses simples, comme ce qui est évoqué là, mais au fond, c'est du bon sens. Quelle société on veut pour demain? C'est du bon sens qu'on veut quelque chose économiquement performant, mais aussi socialement, où on a des bonnes relations avec les gens qu'on aime autour de soi, et on fait société, et puis dans une société, dans un environnement en bonne santé, quoi. On a envie de respirer un air pur, de l'eau
de qualité, etc. Enfin, c'est que du bon sens tout ça. Mais on a oublié par les couches de modernité et le modèle actuel tel qu'il est, on s'est coupé du bon sens. Donc oui, j'essaie de repartager des choses simples qui peuvent aussi, mon but avec ce livre, c'est de toucher le plus grand nombre, c'est de sortir de nos cercles aussi. C'est pour ça que j'essaie de vulgariser le plus possible, tout en essayant de ne pas dénaturer, on va dire, la profondeur des concepts. C'est ça le travail de fond que j'essaie de faire. Et avant de reprendre, Elisabeth, votre question, que je vois là, la main levée, je ne vous oublie pas. Pour nous tous, je pense que se dire qu'on doit dessiner une étoile et un monde de demain, le monde de demain, que c'est important de rester en lien avec la nature, que c'est important de garder des espaces de vide, finalement, je pense que là, tous ceux qui sont autour de la table, ça nous parle tous un petit peu. Moi, la question que j'aurais, et je ne sais pas si tu seras en mesure d'y répondre, ou peut-être d'autres d'ailleurs, c'est comment on emmène nos dirigeants à rêver, justement, comment on emmène nos dirigeants à sortir de tout ça. Et parce que l'étoile, nous, on va savoir l'écrire, sans être trop présomptueuse et trop. Mais peut-être que c'est pas ça pour nous. Nous, on va y arriver. Le sujet, c'est comment on arrive à faire en sorte que nos dirigeants écrivent l'étoile, y adhèrent. Et ça, c'est pas. Enfin, je sais pas s'il y en a qui souhaitent partager peut-être une expérience, ou si toi, tu as déjà peut-être quelques clés parce que tu l'as peut-être déjà vécu dans des groupes de travail. Mais c'est ça notre plus grosse difficulté, je pense, aujourd'hui. Aussi. Absolument. Entre autres, peut-être, Absolument. parce qu'il n'y a pas que ça. Mais... C'est un des freins essentiels et je pense que donc effectivement, comment est-ce qu'on aide des dirigeants à dessiner une étoile différente? Eh ben, je pense qu'en vrai, ça passerait par créer du vide pour eux. Ouais. Qu'ils aient du temps, qu'ils aillent marcher 3 jours et à la fin, tu leur demandes leur étoile. Ils ne sortiraient pas la même qu'entre 2 réunions, 2 bornes, 2, etc., dans une tour. Et le fait de se décadrer, de retrouver du temps, de revenir à l'essentiel, à la fin, on sort ce qui est vraiment profond. Et ça, c'est une vraie boussole. Mais on ne s'autorise pas à faire ça. Oui, mais la question, c'est comment tu les emballes dans 2 jours, aux mêmes journées. On a tous vécu dans nos organisations, même prendre 2 heures pour un comité pour faire ce pas de côté sur nos sujets, c'est hyper compliqué à caler dans les agendas. Donc, c'est tout ce sujet de comment on embarque effectivement au-dessus, autour. Et je crois que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être soi-même et très déterminé et très argoûté sur le cap qu'on s'est donné et en même temps de garder une espèce de joie et d'énergie personnelle, c'est la meilleure façon quelque part, même si c'est évidemment pas suffisant, mais de donner envie. Parce que voilà, après il y a toute la question régulation, coercition de la CSRD, on ne va pas en parler maintenant, mais il y a évidemment la structure, mais après il y a comment nous, au sein de nos organisations, on crée ce désir, quoi. Et bon, c'est bien pour ça qu'on est tous là, hein, c'est qu'on n'a pas craqué le sujet. Et je pense que ça passe par des expériences différentes et ça ne doit pas être une autre réunion qui ressemble aux autres. Bah oui. Et c'est faire vivre une expérience décadrante qui va aller changer la perspective. C'est pour ça, Agnès mentionne par exemple la CEC en commentaire. Ouais. Des initiatives comme celle-ci sortent, en fait, pour imaginer quelque chose de différent, il faut changer, il faut sortir de son environnement de départ. Il faut créer un espace-temps différent. Il faut être décadré. Ça ne veut pas dire être à l'autre bout du monde, complètement dans un environnement trop éloigné, mais il faut un espace-temps différent. Sinon, il n'y a pas un futur différent qui émerge. Je vais reprendre ma casquette de timekeeper. Il y a juste la question de parce que je suis désolée, Elisabeth, elle attend depuis tout à l'heure. C'est ça. Alors, on prend la question d'Elisabeth. Restez juste avec nous parce qu'on va se garder les 5 dernières minutes pour vous poser quelques questions pour pouvoir affûter avec vous la suite de ces échanges en termes de timing, en termes de présentiel, distanciel, etc. Donc, on prend la question d'Elisabeth et après, on vous garde 5 minutes. Elisabeth. Merci. D'abord, Alliez la caméra. C'est bon, Elisabeth. Pardon. Comment? Allez-y. Je suis là. Ouais, voilà. Bon, d'abord, merci Mathieu, parce que moi, ce que je retiens, c'est quand même la joie. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est vrai que depuis 8 mois, avec le projet Omnibus, tout ça, je trouve qu'il y a une espèce de chape de ciel gris qui s'est abattue sur le monde de la RSE après une période où effectivement on a cru à l'alignement des planètes là, parce que pendant un moment on s'est dit ça y est, c'est là, et effectivement on s'en est pris plein la figure. Donc moi je trouve ça top de remettre la joie en haut de l'agenda. Donc ça c'est voilà.
Après, donc merci. Moi, c'est plutôt un commentaire sur des choses auxquelles, enfin, ce que tu dis, les résonances que ça évoque en moi, et ça m'intéresserait d'avoir ton input, comment tu le vois. 2 dimensions. Par rapport à tes 4 saisons, moi, ça me renvoie à la question du flow. Parce que quand tu as parlé d'été, ton exemple à toi, c'est un moment de très forte énergie. Tu es très mobilisé, beaucoup de conférences. Or, moi, en tout cas, j'ai l'impression de vivre mon été, mais justement, je ne suis pas forcément à un niveau d'énergie fort. Je suis à un niveau de, entre guillemets, puissance fort, mais pas d'énergie forte. Donc voilà, donc je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas, comment tu vois cette notion de flow pour le croiser avec tes saisons, peut-être pour l'enrichir, voilà. Et le deuxième point de résonance, c'est l'ikigai, parce que finalement, quand tu dis l'alignement, en fin de compte, c'est bien ça l'enjeu, c'est que je sois alignée avec ce que je veux faire, avec là où je suis compétent, et avec ce que le monde est prêt à entendre, et puis accessoirement où je peux en vivre, parce qu'on est quand même bien obligé de passer par là. Donc voilà, moi, c'est les 2 points de résonance, et je voulais voir un peu comment tu les articules, ou que tu les rejettes s'ils ne te semblent pas pertinents, évidemment. Non, mais complètement. Je fais très court. Sur le flow et la puissance, c'est une belle reformulation de ce que peut être l'été, et donc complètement d'accord. Et puis c'est intéressant d'avoir votre point de vue complémentaire là-dessus. C'est pas que la forte énergie, il y a aussi l'idée de flow et de suite. Donc je vous rejoins. Et puis sur l'ikigai, pleinement, j'ai fait un autre livre par le passé sur ce sujet-là. L'alignement, effectivement, c'est trouver sa vocation profonde et comment on peut avoir un impact positif dans le monde, le cœur de ses talents. Donc, pleinement d'accord. Bon, c'est traité ailleurs, quoi. Bon, c'est top. Et moi, je trouve que la notion là, que tu évoquais tout à l'heure de complémentarité entre efficience et efficacité, l'approche à la fois occidentale et en même temps chinoise, est hyper intéressante, parce que y a un côté jujitsu, on en parlait ensemble, c'est-à-dire à quel endroit je vais appuyer, ou même la médecine chinoise, pour avec un minimum d'impact, une aiguille, j'arrive à recréer une énergie positive sans être complètement regoutée et en tension dans mon corps, quoi. Il y a quelque chose de très puissant là-dedans, je trouve, à retenir aussi. Voilà, on arrive quasiment au terme de nos échanges. Si ça vous va, peut-être on se garde quelques minutes pour comme je le disais tout à l'heure, affûter un peu les prochaines rencontres qu'on va avoir. Ce qu'on vous propose, donc pour l'instant, c'est de se retrouver donc de manière régulière, à chaque fois avec un invité comme ça, puis derrière cet espace de dialogue qu'on va maintenir. Avant l'été, on a 2 rencontres qui sont déjà planifiées, qu'on a planifiées donc le vendredi à 13h. Je vous le disais tout à l'heure, il y aura Lucie Bache puis Benoît Lomégnan. Et à partir de la rentrée, l'idée, c'est qu'on prenne un peu vos envies, vos besoins, vos dispos aussi. Alors, pas individuel, c'est pour ça qu'on a préparé quelques 3-4 questions pour que vous puissiez voter sur la fréquence. La fréquence, on partira plutôt sur une fréquence d'1 fois par mois. Mais en tout cas, le rendez-vous, si c'est vendredi ou autre. Bref, donc, si ça vous va, on vous les affiche. On peut lire. Alors, je ne sais pas comment tu fais. C'est dans le. Alors, comme c'est individuel, c'est dans le chat. C'est dans le chat, il y a un lien. Ah, ok, d'accord. Où tout le monde peut rentrer ses préférences. Ok, alors on n'a peut-être pas besoin d'attendre. Absolument pas. Non, ok, tout à fait. C'est donc ceux qui ont eu le temps de le faire pendant la réunion, c'est super. Et puis sinon, on va le recirculer, on va le circuler à vous tous, et donc et récupérer vos suggestions pour la suite. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours individuels, nous envoyer un petit mail à Hélène ou à moi en fonction de ce dont vous avez envie, ce que vous avez aimé, peut-être des gens que vous rêvez, des leaders comme ça que vous rêvez qu'on invite, parce qu'en général, ils répondent présents grâce au C3D quand on est nombreux. C'est vrai que tous ceux qu'on a invités pour l'instant, ils nous ont dit OK, donc on a un programme qui est super riche, mais qui s'annonce vraiment chouette. Et puis, qu'au dire d'autre, on se retrouve vendredi, donc 18 juin, dans 2 semaines, avec Lucie à 13h. Lucie Bache, préparez déjà vos questions, et puis on sera ravis de vous retrouver à cette occasion. Je crois qu'on a fini un peu avant. Est-ce que vous voulez qu'on regarde
2-3 minutes pour encore en discuter avec Mathieu. J'ai vu qu'il y avait une main qui était levée. Oui, il y a une main qui était levée, puis c'était Daphné Millet, mais peut-être que c'est la question. Elle s'est rebaissée. Oui, c'est moi. Allez-y, Daphné, vous avez la dernière question. Bonjour. En fait, j'ai regardé votre questionnaire et je me permets de, comme ce n'est pas des questions ouvertes, du coup, je vais me permettre une suggestion pour rebondir sur la proposition d'Agnès. Bonjour Agnès, au passage. Parce que je trouve que ce format en visio court, c'est très bien parce que ça permet effectivement d'avoir une certaine régularité, de pouvoir accéder facilement. Mais je pense qu'un format en présentiel un peu plus long, où on prendrait le temps de faire des vrais échanges approfondis ou du co-développement sur une thématique, alors pas tous les mois, mais peut-être 2 fois par an, je trouve que ce serait vraiment intéressant. Ouais, très, très bonne idée. C'est vrai qu'on y avait pensé. Pour l'instant, dans cette phase de lancement, on a un peu choisi la facilité, en tout cas l'agilité. Donc, ce format visio, notamment pour ceux qui ne sont pas parisiens, nous semblait assez cool pour commencer. Mais en effet, à partir de la rentrée, on se questionne en se demandant si on ne fera pas des points de contact plus réguliers ici à la Clément. C'est pour ça qu'on vous sondait là-dessus pour voir si on serait 2 ou 30. Et puis, en fait, vous aviez imaginé aussi, toutes les deux avec Hélène, je crois, potentiellement parfois des travaux de sous-commission. C'est-à-dire que typiquement, à l'issue de l'intervention de Mathieu, on pourrait se dire, on se met à 3 ou 4 par petite salle, on prend un de tes 5 principes, on essaie de se dire concrètement comment on pourrait le faire vivre, et puis on échange avec les autres après, ça serait chouette aussi. Si c'est aménageable avec des outils, genre Klaxoon ou je ne sais pas quoi, ça les vient. C'est une des questions, effectivement. Si vous voulez qu'on intègre intuitivement, c'est ce à quoi on avait pensé, mais là encore, ça dépend de vos envies et besoins et dispo. Une demi-heure, 1 heure de co-construction derrière, on est évidemment ouverte à ça et on y réfléchira si on voit que le sondage révèle ce besoin-là. Très bonne idée. Il y avait une question de Carole de Montgolfier aussi. Oui, bonjour. Carole, bonjour. C'est pas une question, c'est une remarque. Moi, je voulais vraiment vous remercier. Je crois que vous avez fait ma journée, voire ma semaine, voire mon mois, voire. Alors là, nous, ça va plus plaisir. Parce que, non, mais en fait, je trouve qu'en ce moment, en effet, on vit une période qui est quand même très, très compliquée avec des injonctions contradictoires et on revoit 18 fois notre plan de résilience et notre adaptation et tout ça. Et là, je me sens bien plus sereine. J'étais plutôt dans votre approche action après action et puis j'ai l'objectif final en vue, mais je sentais qu'il n'y avait pas tout à fait alignement avec les équipes. Là, voilà. Ma semaine se finit bien. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ce merci qu'on prend chaleureusement et c'est tout l'objectif de ces rencontres aussi de vous connecter entre pairs parce que comme tu le dis dans ton bouquin, on a tendance à se sentir seul en fait. Or, on est très nombreux à avoir envie de faire, donc quand on est ensemble, c'est quand même plus facile de se partager les bonnes pratiques et aussi parfois de réfléchir ensemble à des sujets qui nous concernent plus individuellement. Donc c'est vraiment l'objet de ce temps d'échange entre nous. Petite question à Mathieu, est-ce qu'on va avoir le support? Est-ce qu'on va partager le support? Super. Donc, on vous enverra le support. Et n'hésitez pas à partager aussi cette invitation avec vos équipes, parce qu'en tant que membre du C3D, vous pouvez très largement les convier. Et je sais qu'en ce moment, au sein des équipes, ça peut être aussi pertinent et réconfortant de pouvoir partager tout ça avec elles. Donc, c'est vraiment ouvert à l'ensemble des membres du C3D. Et rediffusé évidemment plus largement, même à ceux qui ne sont pas membres et qu'on invite à nous rejoindre massivement. Voilà, on arrive au terme. Un grand merci à toutes. Vous savez où nous joindre si besoin et on se retrouve dans presque 15 jours, ici même et en ligne, pour rencontrer Lucie Bage autour de ces sujets passionnants. Très bonne journée. Bon week-end, plein d'énergie du coup à tous. Merci, merci Mathieu. Merci.